J'ai grandi dans une famille de classe moyenne à Chicago. En tant que fils aîné, j'ai toujours essayé de donner le bon exemple à mon frère, Ethan. Depuis l'enfance, il était l'enfant chéri, obtenant tout ce qu'il voulait, tandis que je travaillais dur pour chaque opportunité. Après des années d'économie, j'ai finalement trouvé la maison de mes rêves à un prix incroyable. J'étais tellement excité de partager mon accomplissement avec ma famille, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan fasse une telle crise. Sa réaction a choqué tout le monde. Surtout moi. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille jaloux. Croyez-moi, cette histoire devient folle. Notre famille de 4 personnes vivait dans une modeste maison à 2 étages dans la banlieue de Chicago. Mon père, John, travaillait comme ingénieur en construction, rentrant souvent épuisé mais jamais trop fatigué pour vérifier les devoirs d'Ethan ou assister à ses événements scolaires. Ma mère, Sophia, était une enseignante d'école primaire qui mettait tout son cœur dans ses élèves pendant la journée et avait toujours une patience infinie pour Ethan le soir. J'avais 8 ans de plus que mon frère, ce qui signifiait que j'étais souvent chargé de le garder, de l'aider à faire ses devoirs et, de manière générale, de veiller sur lui. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué la différence de traitement que nous recevions. Quand j'ai demandé un nouveau vélo à 12 ans, on m'a dit d'économiser mon argent de poche. Quand Ethan en a voulu un au même âge, il est apparu emballé avec un nœud dans le garage le lendemain matin. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de nos vies. Malgré les différences de traitement, je tenais sincèrement à Ethan. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidé à naviguer dans les complexités sociales du collège, et j'ai même affronté les brutes qui le harcelaient dans le quartier. Il fut un temps où il m'admirait, les yeux grands ouverts alors que je lui montrais comment lancer une spirale parfaite ou résoudre un problème de maths difficile. Mais à un moment donné, les choses ont changé. L'admiration dans ses yeux s'est lentement transformée en sentiment de droit et en comparaison. Chacun de mes accomplissements est devenu une menace pour lui. Chaque éloge que je recevais était pris comme une critique envers lui. Si j'obtenais un A à un test, il boudait jusqu'à ce que nos parents l'emmènent manger une glace comme pause pour les devoirs. Quand je suis entré dans l'équipe de basketball universitaire, soudain, Ethan a eu besoin d'un entraînement privé coûteux pour son équipe de football. Le schéma est devenu douloureusement évident lors de nos anniversaires et des fêtes de fin d'année. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu une carte avec $50. Pour son 16e anniversaire, Ethan a eu un week-end à Six Flags avec 3 amis, tous frais payés. Mon cadeau de fin d'études secondaires était un ordinateur portable d'occasion pour l'université. Le sien était une voiture neuve. Chaque fois que j'exprimais une quelconque frustration face à cette disparité, mes parents avaient la même réponse, il est plus jeune. Tu dois comprendre, ou tu sais à quel point il est sensible, ou mon préféré, tu es plus indépendant. Tu peux gérer ça. Alors, j'ai géré ça. J'ai trouvé un emploi à 16 ans, dans l'épicerie locale, à remplir les rayons et à emballer les courses. J'ai économisé pour l'université, j'ai postulé pour des bourses et j'ai travaillé pendant mes études. Pendant ce temps, Ethan flânait à l'école avec des notes moyennes, mais avec une confiance extraordinaire que tout finirait par s'arranger pour lui. Malgré tout, j'aimais ma famille. Je voulais croire qu'en vieillissant, la relation s'équilibrerait, qu'Ethan mûrirait et reconnaîtrait les avantages qui lui avaient été accordés, que mes parents nous considéreraient comme égaux. Je me suis accroché à cet espoir, même si les preuves du contraire s'accumulaient. Lorsque j'ai eu 32 ans, je travaillais comme ingénieur logiciel depuis 5 ans dans une entreprise technologique en pleine croissance. Le salaire était bon, mais vivre à Chicago était cher. Je louais un petit appartement d'une chambre qui prenait près de 40% de mon revenu mensuel. Pourtant, j'étais déterminé à posséder une maison un jour. Pendant 3 ans, j'ai réduit les dépenses autant que possible. J'apportais mon déjeuner au travail au lieu de sortir avec mes collègues. Je me limitais à un service de streaming au lieu de 3. J'acceptais des projets de codage en freelance le week-end. Chaque dollar supplémentaire allait directement dans mon fonds pour la maison. Ma petite amie, Sarah, soutenait complètement mon objectif. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et elle comprenait mon désir de stabilité et de propriété. Elle était graphiste avec ses propres objectifs financiers, et nous passions souvent des soirées tranquilles à planifier notre avenir ensemble. Nous rêvions d'un endroit avec suffisamment d'espace pour son bureau à domicile, un jardin pour d'éventuels enfants et animaux de compagnie, et des murs que nous pourrions peindre de la couleur que nous voulions. Pendant que je lésinais et faisais des heures supplémentaires, Ethan vivait une vie très différente. À 24 ans,
il avait récemment obtenu son diplôme de l'université d'État où nos parents avaient couvert ses frais de scolarité, de logement et de repas. Il est retourné vivre chez ses parents immédiatement après l'obtention de son diplôme, s'installant dans son ancienne chambre comme s'il n'était jamais parti. Son parcours professionnel ressemblait à une courte pointe, 3 mois dans une agence de marketing avant de décider que son manager n'appréciait pas sa créativité, 2 mois dans la start-up d'un ami jusqu'à ce qu'il juge que les heures étaient déraisonnables, 6 mois dans un emploi de vente au détail qui était en dessous de son niveau d'études. Pendant tout ce temps, nos parents ont payé son assurance automobile, sa facture de téléphone et son argent de poche. Ethan dépensait somptueusement en vêtements de marque, en voyage de week-end avec des amis et en gadgets dernier cri. Il ne semblait jamais s'inquiéter de l'argent car il n'en avait jamais vraiment eu besoin. Il y avait toujours la banque de papa et maman sur laquelle s'appuyer. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas son style de vie, mais ses constantes plaintes à ce sujet. Il faisait défiler les réseaux sociaux, pointant du doigt les amis qui avaient de meilleurs appartements, de meilleurs emplois, de meilleures vacances. Il regardait ma carrière stable et suggérait que c'était facile pour moi ou que j'avais eu de la chance. L'ironie lui échappait complètement. Tout a changé un mardi au hasard lorsque j'ai croisé Jacques, un ancien camarade de l'université, dans un café. Nous avons brièvement rattrapé le temps perdu, et il a mentionné qu'il était devenu agent immobilier. Quand je lui ai dit que j'économisais pour une maison, ses yeux se sont illuminés. En fait, je viens de mettre en vente un endroit qui pourrait être parfait pour toi, a-t-il dit, sortant son téléphone pour me montrer des photos. Les propriétaires déménagent hors de l'État pour une mutation professionnelle et doivent vendre rapidement. Ils sont motivés. La maison était meilleure que ce que j'avais osé espérer, 3 chambres, 2 salles de bain, un sous-sol aménagé et un jardin avec un chêne mature. Elle était située dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, à seulement 30 minutes de mon bureau. Mieux encore, parce que les propriétaires devaient vendre rapidement, son prix était inférieur de 15% à celui des maisons similaires dans la région. Ce week-end-là, Sarah et moi avons visité la maison avec Jacques. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti que c'était le bon endroit. Le salon avait une grande fenêtre qui remplissait l'espace de lumière naturelle. La cuisine avait été récemment rénovée avec de nouveaux appareils. À l'étage, la chambre principale était suffisamment spacieuse pour nos meubles avec de l'espace supplémentaire. Sarah m'a serré la main pendant que nous explorions, chuchotant des idées pour chaque pièce. On pourrait mettre ton bureau près de cette fenêtre, a-t-elle dit dans la plus petite chambre, et peut-être un coin lecture dans le coin du salon. Dans le jardin, elle a pointé du doigt une zone plate près de la clôture. Des plates-bandes seraient parfaites là. J'ai fait les calculs à plusieurs reprises ce soir-là. Avec mes économies, je pouvais verser un acompte de 15% et il me resterait suffisamment d'argent pour les frais de clôture et un fonds d'urgence. Le paiement mensuel de l'hypothèque serait légèrement supérieur à mon loyer actuel. C'était à portée de main, à peine, mais tout à fait possible. Après avoir consulté un courtier hypothécaire, j'ai fait une offre. Il y a eu une brève négociation, et puis, incroyablement, elle a été acceptée. J'ai signé le contrat de dépôt de garantie et j'ai commencé le processus de demande d'hypothèque. L'inspection est revenue propre avec seulement des problèmes mineurs à régler. C'était en train d'arriver. J'allais devenir propriétaire. J'ai décidé de partager la nouvelle avec ma famille lors du dîner du dimanche, une tradition que nous maintenions encore malgré nos vies bien remplies. Sarah est venue avec moi, tous les deux contenant à peine notre enthousiasme. Ma mère avait préparé ces fameuses lasagnes, et la table était mise avec la belle vaisselle que nous utilisions pour les occasions spéciales. J'ai attendu que nous ayons fini le plat principal avant de m'éclaircir la gorge. J'ai une nouvelle, ai-je dit, regardant autour de la table. J'ai acheté une maison. Mon père a posé sa fourchette, la surprise évidente sur son visage. Une maison? Quand est-ce arrivé? J'ai expliqué comment j'avais croisé Jacques, trouvé l'endroit parfait et le timing favorable de tout cela. Pendant que je décrivais la maison, les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Notre Freeman, propriétaire, a-t-elle dit, tendant la main pour me serrer la main. Nous sommes tellement fiers de toi. Mon père a posé des questions pratiques sur le taux hypothécaire, les résultats de l'inspection et le calendrier de la clôture. À chaque réponse, son sourire s'élargissait. Tu as bien fait, fils. Vraiment bien. Tout au long de la conversation, Ethan est resté silencieux, poussant la nourriture autour de son assiette. J'ai remarqué que ses jointures étaient blanches là où il serrait sa fourchette, et il évitait de regarder qui que ce soit dans les yeux.
Sarah a essayé de l'inclure en lui demandant s'il nous aiderait à peindre, mais il a seulement haussé les épaules en réponse. Alors que nous passions au salon pour le café et le dessert, la tension venant d'Ethan était palpable. Quand ma mère a posé des questions sur nos projets pour les meubles, cela a finalement craqué. Bien sûr que Freeman a une maison, a lancé Ethan, claquant sa tasse de café sur la table d'appoint assez fort pour que du liquide déborde du bord. Freeman a toujours tout. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de ma mère affaiblit alors qu'elle regardait entre nous. De quoi parles-tu ? J'ai demandé, vraiment confus. J'économise depuis des années pour ça. Oh, économiser depuis des années, a-t-il imité d'une voix aiguë. Écoutez Saint Freeman, si responsable, si parfait. Mon père est intervenu. Ethan, ton frère a travaillé dur pour ça. Il n'y a pas besoin de cette attitude. Cela n'a semblé qu'alimenter sa colère. Bien sûr, tu prends son parti. Tu le fais toujours. Freeman a un excellent emploi, une excellente petite amie, et maintenant une excellente maison. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Rien. Je vis dans ma chambre d'enfance alors qu'il peut jouer au propriétaire heureux. Ce n'est pas juste, a dit ma mère doucement. Nous t'avons soutenu à l'université, nous t'avons aidé avec les demandes d'emploi. Ce n'est pas pareil, a crié Ethan, se levant maintenant. Vous ne m'avez jamais acheté de maison. Nous n'avons pas acheté de maison à Freeman, a dit mon père, sa voix tendue de colère contenue. Il l'a acheté lui-même avec de l'argent qu'il a économisé en travaillant depuis l'âge de 16 ans. Si tu veux une maison, peut-être pourrais-tu suivre son exemple au lieu de quitter chaque emploi après quelques mois. Le visage d'Ethan s'est tordu de rage. Alors maintenant, je suis un raté aussi ? Parfait. Juste parfait. Il a attrapé le bol décoratif sur la table basse et l'a jeté contre le mur où il s'est brisé en des dizaines d'éclats de céramique. Avant que quiconque puisse réagir, il est sorti en trombe, claquant la porte d'entrée si fort que les photos de famille ont tremblé sur le mur. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait jusqu'à ce que ma mère commence à ramasser tranquillement les morceaux brisés du bol. Il ne le pensait pas, a-t-elle dit, bien que sa voix manquait de conviction. Il traverse juste une période difficile. Le trajet en voiture avec Sarah pour rentrer à la maison a été silencieux. Quand nous avons finalement parlé, c'était pour exprimer notre incrédulité face à ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce que ma famille soit heureuse pour moi, pas à ce que mon accomplissement déclenche une crise totale de mon frère de 24 ans. Le lendemain matin, j'ai reçu une série de SMS de cousins et de tantes, me demandant pourquoi je me montrais et pourquoi je faisais sentir mal Ethan. Apparemment, il avait passé la nuit à appeler les membres de la famille, leur disant comment j'exhibais mon succès et essayait de le faire passer pour un raté. À l'heure du déjeuner, mon téléphone sonnait constamment avec des proches qui me suggéraient d'être plus sensible aux sentiments d'Ethan. Ma mère a appelé ce soir-là, me demandant si j'envisagerais d'inclure Ethan d'une manière ou d'une autre dans l'achat de la maison. Peut-être pourrait-il vivre dans l'une des chambres d'amis et contribuer ce qu'il pourrait à l'hypothèque. Quand j'ai refusé, expliquant que Sarah et moi voulions notre propre espace, elle a soupiré lourdement et a suggéré que j'étais égoïste. Je ne veux juste pas que ton frère se sente laissé pour compte, a-t-elle dit. La famille doit aider la famille. J'ai fait remarquer que j'avais aidé ma famille, en particulier Ethan, toute ma vie, que peut-être il était temps pour lui de se débrouiller seul. L'appel s'est terminé avec elle me disant d'y réfléchir et d'être la personne la plus raisonnable, comme d'habitude. Je me sentais trahi et confus. Pourquoi mon succès était-il traité comme une offense ? Pourquoi devait-on s'attendre à ce que je diminue mon accomplissement ou que je le partage avec quelqu'un qui n'y avait pas contribué ? Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si la dynamique dans notre famille allait vraiment changer un jour. La situation a atteint son point de rupture la veille de ma date de clôture. J'étais dans mon appartement à emballer des cartons avec Sarah quand on a frappé à ma porte juste après 22 heures. Quand j'ai ouvert, Ethan est entré en titubant, visiblement intoxiqué. Ses yeux étaient injectés de sang, son discours pâteux. « Il faut qu'on parle, frère », a-t-il dit, me poussant dans le salon. Sarah m'a jeté un regard inquiet, mais a continué à emballer, gardant un œil sur la scène qui se déroulait. « Tu es saoul, Ethan », ai-je dit, essayant de le guider vers le canapé. « Peut-être devrions-nous faire ça une autre fois. »« Non », a-t-il crié, se dégageant de ma main. « On fait ça maintenant. Tu crois que tu es tellement mieux que moi, n'est-ce pas, Monsieur Parfait avec sa maison parfaite et sa vie parfaite ? Ce n'est pas vrai, ai-je dit aussi calmement que possible.
Je n'ai jamais dit ou pensé ça. Tu n'avais pas à le dire. Je vois comment tu me regardes, comment tu me juges pour vivre chez mes parents, pour ne pas avoir tout compris comme toi. Je ne te juge pas, Ethan. Nos chemins sont différents. C'est tout. Il a ri amèrement. Différent. Tu veux dire que le tien est réussi, et le mien ne l'est pas, dis-le simplement. Tu penses que je suis un raté. Je pense que tu as un potentiel que tu n'as pas encore exploité, ai-je dit prudemment. Mais c'est ton voyage, pas le mien. Son visage s'est assombri. J'aurais pu réussir aussi, tu sais. J'ai eu des occasions. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan s'est laissé tomber sur le canapé, soudainement épuisé. Tu te souviens quand tu essayais d'obtenir ce stage chez Webertech en 3e année, celui qui t'aurait permis d'étudier à l'étranger au Japon? Je m'en souvenais bien. C'était l'opportunité de mes rêves, combinant mon intérêt pour la technologie avec ma fascination pour la culture japonaise. J'avais été dévasté de ne pas l'avoir obtenu, malgré d'excellentes notes et des recommandations. Et alors, ai-je demandé, un sentiment d'appréhension grandissant dans mon estomac. Ils ont appelé à la maison, a-t-il dit, sans croiser mon regard, pour fixer un entretien final. J'ai pris le message, mais je ne te l'ai jamais donné. J'ai déchiré le papier et je l'ai jeté. La pièce a semblé basculer autour de moi. Tu as fait quoi? J'avais 17 ans, et tout le monde parlait toujours de toi comme si tu étais incroyable, a-t-il continué, comme si cela expliquait tout. Pour une fois, je voulais que tu saches ce que ça fait de ne pas obtenir quelque chose que tu voulais. Sarah avait arrêté d'emballer et regardait Ethan sous le choc. J'ai ressenti une vague de colère comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ce stage aurait pu changer la trajectoire de toute ma carrière, ai-je dit, ma voix basse et menaçante. J'ai passé des semaines à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bon. Eh bien, maintenant tu sais ce que je ressens tout le temps, cria Ethan en se relevant. Toujours dans ton ombre, jamais assez bon. Sors, dis-je en montrant la porte. Sors de mon appartement tout de suite. Tu vois, tu ne te soucies même pas de ce que je ressens, hurla-t-il en renversant une pile de livres en se dirigeant vers la porte. Tu ne t'en es jamais soucié. Après son départ, je me suis assis sur le canapé, tremblant d'un mélange de rage et de blessure. Sarah s'est assise à côté de moi, sa main sur mon dos. Je savais qu'on avait des problèmes, dis-je doucement, mais je n'aurais jamais pensé qu'il me saboterait délibérément. Il était adolescent, dit Sarah, bien que sa voix n'ait que peu de conviction. Mais Freeman, ce schéma s'est poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Tu dois fixer des limites. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais accepté mon rôle de frère aîné compréhensif, celui qui céderait toujours, qui s'adapterait toujours, qui pardonnerait toujours, et où cela m'avait-il mené? Debout dans un appartement avec la certitude que mon propre frère avait saboté mes rêves par jalousie, et mes parents s'attendaient toujours à ce que je donne la priorité à ses sentiments par rapport à ma propre réussite. J'ai passé cette nuit à me retourner, à rejouer non seulement la confession d'Ethan, mais des années d'interaction. Le schéma était clair, mes réussites étaient minimisées ou transformées en munitions contre moi, tandis que les difficultés d'Ethan étaient la responsabilité collective de tous. Tôt le lendemain matin, j'ai appelé mon ami Alex, qui connaissait notre famille depuis des années. Après avoir écouté toute cette histoire sordide, il a été direct. Ta famille t'a habitué à te minimiser pour mettre Ethan à l'aise, dit-il. Mais ta réussite n'est pas une arme contre lui. C'est juste ta vie. Tu dois fixer des limites avant que cela n'empoisonne aussi ta relation avec Sarah. Il avait raison. Si je continuais à permettre à ma famille de dicter ce que je devais ressentir à propos de mes propres réussites, cela finirait par affecter tous les aspects de ma vie, y compris ma relation avec Sarah. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Avec une nouvelle détermination, j'ai envoyé un texto à mes parents, leur demandant une réunion de famille ce soir-là après ma signature. J'ai dit à Sarah qu'elle n'avait pas besoin d'y assister, que c'était quelque chose que je devais faire seul, mais elle a insisté pour être là pour me soutenir moralement. Cet après-midi-là, je suis devenu propriétaire. Cela aurait dû être l'un des moments les plus heureux de ma vie, et à bien des égards, ça l'a été. Mais c'était aussi assombri par la certitude que la soirée apporterait une confrontation. Mes parents ont été surpris lorsque Sarah et moi sommes arrivés chez eux avec Ethan déjà là. Ils avaient préparé le dîner, espérant manifestement apaiser les choses avec de la nourriture, comme ils l'avaient toujours fait par le passé.
Avant de manger, dis-je alors que nous nous réunissions dans le salon, nous devons parler de ce qui s'est passé. De tout. Pendant l'heure suivante, j'ai parlé plus honnêtement que je ne l'avais jamais fait avec ma famille. J'ai détaillé les années de traitement inégal, l'attente constante que je place les sentiments d'Ethan au-dessus de mes propres besoins, et la douleur de voir mes réalisations transformées en source de conflits familiaux. Je viens d'acheter ma première maison, dis-je, en les regardant chacun dans les yeux. Cela devrait être un moment de célébration pour cette famille, pas un drame. Mais au lieu d'être heureux pour moi, vous vous inquiétez tous de ce que cela fait ressentir à Ethan. Avez-vous la moindre idée de la douleur que cela me cause? Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir que tu n'étais pas apprécié, Freeman. Nous sommes fiers de toi, tellement fiers. Mais tu es toujours si capable. Mon père a ajouté, Ethan a besoin de plus de soutien. Ethan a 24 ans, répondis-je fermement. À son âge, je travaillais depuis 8 ans, j'avais financé mes études universitaires et je subvenais entièrement à mes besoins. J'ai fait cela sans le filet de sécurité que vous lui avez offert toute sa vie. Ethan, qui avait regardé le sol pendant tout mon discours, a finalement levé les yeux. Ce n'est pas de ma faute s'ils m'ont aidé, dit-il, bien que sa voix n'ait pas sa défensive habituelle. Non, ce n'est pas de ta faute qu'il t'aide, approuvai-je. Mais c'est de ta faute si tu prends cette aide pour acquise, si tu t'y attends, si tu te déchaînes quand tu n'obtiens pas tout ce que tu veux. Et c'est certainement de ta faute si tu as saboté mon opportunité de stage et si tu as essayé de monter la famille contre moi parce que j'ai acheté une maison. Mes parents se sont tournés vers Ethan, choqués. Tu as fait quoi? Demanda mon père. Pour une fois, Ethan n'avait pas de réponse rapide. Il se tortillait sous leur regard, ressemblant plus à un enfant coupable qu'à un adulte. Je ne demande pas de traitement spécial, continuai-je. Je demande le respect élémentaire. Je demande à être autorisé à réussir sans être culpabilisé pour cela, et je fixe une limite aujourd'hui. Je ne diminuerai pas mes réussites pour mettre quiconque à l'aise, pas même ma famille. Le silence se fit dans la pièce lorsque j'eus fini. Mes parents avaient l'air stupéfaits, comme s'ils me voyaient clairement pour la première fois. Ethan regardait toujours le sol, les épaules voûtées. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Demanda finalement ma mère, sa voix basse. Pour nous en tant que famille, cela signifie que je vais emménager dans ma nouvelle maison demain comme prévu, dis-je, mais je ne donnerai pas de pendaison de crémaillère et je n'inviterai aucun de vous tant que je ne verrai pas de réel changement dans notre façon d'interagir. J'ai besoin d'un peu d'espace pour digérer tout cela, et je pense que nous avons tous besoin de temps pour reconsidérer notre dynamique familiale. Mon père commença à protester, mais ma mère posa une main sur son bras, l'arrêtant. Tu as raison, dit-elle doucement, nous n'avons pas été justes envers toi, Freeman. Nous ne l'avons pas vu parce qu'il était plus facile de ne pas le faire. Je ne m'attendais pas à cet aveu, et cela m'a pris au dépourvu. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir que les choses puissent peut-être changer après tout. Le lendemain, Sarah et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. Des amis sont venus nous aider, apportant de la nourriture, des boissons et des cadeaux de pendaison de crémaillère. Il n'y avait aucun membre de la famille présent, ce qui était étrange, mais aussi libérateur. Pour une fois, je n'avais pas à m'inquiéter de l'humeur d'Ethan ou de l'anxiété de mes parents à l'idée de maintenir la paix. Alors que nous nous installions dans notre nouvelle maison au cours des semaines suivantes, j'ai maintenu mes distances avec ma famille. Ma mère envoyait occasionnellement des textos avec des nouvelles neutres concernant son jardin ou le travail de mon père. Je répondais poliment, mais brièvement. Ethan n'a pas pris contact du tout. Sarah et moi avons peint les murs, monté des meubles et planté des fleurs dans les plates-bandes. Nous avons organisé de petits dîners avec des amis et profité de soirées tranquilles sur notre terrasse arrière. Lentement, la maison a commencé à ressembler à un foyer, et le nœud de tension que je portais dans ma poitrine depuis des années a commencé à se relâcher. Est-ce que tu es d'accord avec la façon dont les choses se passent avec ta famille? Demanda Sarah un soir, alors que nous étions assis sous le chêne. Penses-tu que ce sera toujours ainsi? J'ai examiné sa question attentivement. J'espère que non, dis-je finalement. Mais même si c'est le cas, je suis en paix avec ma décision. Pour la première fois de ma vie, je fais passer mes besoins en premier, et c'est une bonne chose. Près d'un mois après la confrontation, on a frappé à notre porte un samedi après-midi. Quand j'ai ouvert, j'ai été choqué de voir mon père et Ethan debout sur le porche. Mon père tenait une plante dans un pot en céramique, et Ethan serrait dans ses mains un petit paquet emballé. Nous aurions dû appeler d'abord, dit mon père hésitant,
mais nous avions peur que tu ne dises non. J'ai hésité, puis j'ai reculé pour les laisser entrer. Sarah est apparue dans le couloir, la surprise évidente sur son visage. Elle s'est vite ressaisie, leur offrant des boissons et les conduisant au salon. Pendant que je digérais ce développement inattendu, une fois que nous étions tous assis, un silence gênant s'est abattu sur la pièce. Finalement, Ethan s'éclaircit la gorge. « Je suis venu m'excuser, dit-il, en me regardant directement pour la première fois depuis notre confrontation. Ce que j'ai fait était mal, pas seulement l'histoire du stage, mais tout. La façon dont j'ai réagi à ta maison, les choses que j'ai dites à nos proches. Tout ça. » J'étais stupéfait de silence. De toutes nos années, je ne me souvenais pas qu'Ethan se soit jamais excusé auprès de moi pour quoi que ce soit. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, continua-t-il, sur le fait qu'à mon âge, tu travaillais déjà depuis des années et que tu subvenais à tes besoins. Tu avais raison. Je me suis laissé porter, m'attendant à ce que tout me soit offert. Mon père posa une main sur l'épaule d'Ethan. Je te dois aussi des excuses, mon fils. Nous avons créé cette situation en vous traitant, toi et ton frère, si différemment. Nous pensions que nous faisions ce qu'il y avait de mieux pour vous deux, mais nous avions tort. Nous avons favorisé Ethan parce que c'était plus facile que de le pousser à être indépendant, comme toi. Ethan hocha la tête, puis tendit le paquet vers moi. C'est pour toi et Sarah, un cadeau de pendaison de crémaillère. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de Sarah et moi lors d'une randonnée l'été précédent, logée dans un cadre en bois fait à la main. J'ai fait le cadre moi-même, dit Ethan doucement. Je prends un cours de menuiserie au centre communautaire 3 fois par semaine. Et il a un nouvel emploi, ajouta mon père, avec une fierté évidente dans sa voix. À temps plein chez Anderson Graphics dans leur service marketing. C'est un poste de débutant, précisa rapidement Ethan, mais c'est un début. Et j'ai emménagé dans un appartement avec 2 colocataires la semaine dernière. C'est petit, mais c'est à moi. J'étais sans voix. C'était plus de croissance qu'Ethan n'en avait montré depuis des années. Sarah me serra la main, m'encourageant à répondre. Merci pour le cadre, dis-je finalement, il est magnifique, et félicitations pour le travail et l'appartement. C'est vraiment génial, Ethan. Il sourit timidement. J'espérais peut-être que tu pourrais m'aider à établir un budget. Tu as toujours été doué avec l'argent. Et j'ai besoin d'apprendre. Si tu as le temps, je veux dire. Cette demande plus que toute autre me dit qu'il était sérieux au sujet du changement. Ethan ne m'avait jamais demandé mon aide pour quoi que ce soit de pratique auparavant, toujours trop fier pour admettre qu'il avait besoin de conseils. Je serais heureux de le faire, dis-je, surpris de constater que je le pensais sincèrement. Que dirais-tu d'un dîner le week-end prochain? Tu peux apporter tes talons de paie et tes factures, et nous travaillerons ensemble. Au cours des mois suivants, une nouvelle relation a commencé à se former entre Ethan et moi. Il est venu dîner tous les 2 dimanches, et nous avons lentement travaillé sur les bases de l'indépendance financière. Il a écouté attentivement, a pris des notes et a réellement suivi les conseils que je lui ai donnés. Mes parents ont respecté les limites que j'avais fixées, ne me faisant plus pression pour que je répare les choses pour Ethan ou que je diminue mes réussites. Lorsqu'ils sont finalement venus visiter la maison en bonne et due forme, ma mère a apporté un album photo qu'elle avait réalisé, rempli de photos de mes réalisations au fil des ans. J'aurais dû davantage célébrer ces moments quand ils se sont produits, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. 6 mois après avoir emménagé, Sarah et moi avons organisé une véritable pendaison de crémaillère. Amis, collègues et oui, famille, se sont réunis dans notre jardin sous des guirlandes lumineuses. Ethan est arrivé avec sa nouvelle petite amie, Mélissa, et une bouteille de vin qu'il avait choisie lui-même. Pendant un moment de calme, il m'a trouvé seul dans la cuisine. Je ne l'ai jamais vraiment dit, commença-t-il maladroitement, mais je suis fier de toi, Freeman. Cette maison, ton travail, tout ce que tu as construit pour toi-même. J'étais jaloux avant, mais maintenant je suis juste inspiré. 2 semaines plus tard, Sarah et moi nous sommes fiancés sous le chêne de notre jardin. Lorsque nous l'avons annoncé lors du dîner du dimanche, Ethan a été le premier à nous féliciter, sans aucune trace du ressentiment qui aurait coloré sa réaction dans le passé. En repensant à tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte maintenant que la crise au sujet de ma maison était en fait la meilleure chose qui pouvait arriver à notre famille. Elle nous a forcés à affronter des schémas dysfonctionnels qui étaient en place depuis des décennies. Elle a poussé Ethan à grandir d'une manière que le cocooning n'avait jamais permis, et elle m'a permis d'affirmer ma valeur d'une manière dont j'avais toujours eu peur. J'ai appris que parfois,
l'amour signifie fixer des limites, que les relations familiales doivent être basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et qu'il n'est jamais réellement utile de favoriser les pires tendances de quelqu'un. Plus important encore, j'ai appris que le vrai bonheur vient de la construction d'une vie qui reflète ses propres valeurs, et non de se contorsionner pour répondre aux attentes des autres. Notre maison est devenue plus qu'un simple foyer pour Sarah et moi. Elle est devenue un symbole d'indépendance, de travail acharné récompensé et de courage de se défendre, même lorsque c'est difficile. Au moment où j'écris ces lignes, Ethan est sur le point d'obtenir une promotion au travail. Mes parents prévoient un voyage en voiture à travers le pays dont ils parlent depuis des années mais qu'ils n'ont jamais fait, et Sarah et moi discutons des plans de rénovation de la cuisine. La vie n'est pas parfaite, mais elle est authentique d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne pouvaient pas célébrer votre réussite? Quelle a été la partie la plus difficile pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de naviguer dans les dynamiques familiales complexes et de trouver votre propre chemin. Merci d'avoir écouté mon parcours, et souvenez-vous que vos réussites méritent d'être célébrées, quelle que soit la réaction des autres.